Mesdames et messieurs, bienvenue à vous pour ce nouvel épisode du Vendredi Salon. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de Jean-Jacques Rousseau. Eh oui, J. Donc, Jean-Jacques a écrit un certain discours, n'est-ce pas? C'est un monsieur qui faisait beaucoup de discours et il en a fait un sur les arts et les sciences, n'est-ce pas? Ouais. Donc, alors sur ce chaîne, on a déjà eu l'opportunité de discuter plusieurs auteurs des Lumières. Mais aujourd'hui, maintenant, on va discuter quelqu'un qui était contre les Lumières. Donc, tout à fait. Jean-Jacques Rousseau est considéré par la plupart des érudits de nos jours, et bien sûr c'est pour cela qu'ils sont complètement incompétents, eh bien, comme faisant partie des Lumières. Or, Jean-Jacques était un idéaliste contre C'est un Lumière. des plusieurs des grands ironies qui entourent Jean-Jacques Rousseau. C'était un musicien qui a critiqué les arts. C'était quelqu'un qui a écrit un grand manuel comment élever les enfants, qu'il a appelé Émile, mais c'était quelqu'un de toute façon à abandonner son propre fils. Donc, il a abandonné son fils, mais il voulait vous apprendre comment élever vos enfants. Alors, plusieurs ironies qui entourent ce grand personnalité. Mais nous pouvons même dire que celui qui connaît ce qui est vrai est celui qui connaît ce qui est faux. Quelqu'un qui connaît les vertus et quelqu'un qui connaît les péchés. N'est-ce pas? Ouais. Quelqu'un qui veut s'élever vers les cieux et quelqu'un qui doit d'abord plonger ses racines dans les ténèbres. Totalement. Jean-Jacques était quelqu'un qui avait bien plongé ses racines dans les ténèbres. Et de par cela, Jean-Jacques était un grand arbre. Il avait pu s'élever vers les cieux, mesdames et messieurs. Jean-Jacques Rousseau a été un grand arbre. Le plus profond ses racines, le plus élevé ses branches. Mesdames et messieurs, pour s'élever vers les cieux, il faut tout d'abord descendre aux enfers, n'est-ce pas? Telle était la destinée de Jean-Jacques. Maintenant, trêve de pacotille. Le discours sur les sciences et les arts, n'est-ce pas, est une recommandation de Jean-Jacques Rousseau. Bien sûr, nous étions dans un contexte vraiment spécial et unique dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? L'époque des Lumières, ouais. Tout à fait, c'était la Révolution française, nous avions désacralisé le sacré, nous avions guillotiné le roi, n'est-ce pas? Et eh bien, il y avait toute cette idée c'était, nous pourrions dire même, l'apogée de l'humanisme qui avait commencé à la Renaissance. Eh bien, vu que l'homme, maintenant, est au centre de toute idée, de chaque analyse. Et de chaque analyse, n'est-ce pas? En utilisant la méthode scientifique et la raison. Tout à fait. Eh bien, de par cela, il n'y a plus de sens du sacré. Et de ce qui a été romantique. Tout à fait. Et de par cela, eh bien, on guillotine le roi. Parce qu'il n'y a plus d'idée de sacralité, de hiérarchie. Donc, ce contexte de Révolution française, eh bien, a fait en sorte que dans plusieurs salons parisiens, eh bien, plusieurs nobles aristocrates, bourgeois, des gens lettrés... Eh bien, hommes de vertu, en fin de compte. Tout à fait. Ouais. Eh bien, c'était un peu le deep state. C'était un peu l'ésotérisme politique. C'était un peu où les grands hommes de ce monde se réunissaient pour discuter du nouvel ordre qu'ils allaient établir. N'est-ce pas? Exactement. Alors, comment Jean-Jacques Rousseau a commencé à écrire ce discours épique? Alors, il était grand ami avec Denis Diderot, qui a été l'auteur de l'encyclopédie. Et en fait, c'était dans un voyage où Rousseau voudrait collaborer avec Denis Diderot. Rousseau a été en train de voyager à Paris pour contribuer à cette encyclopédie. Et pour votre information, c'était Rousseau qui a été un des grands contributeurs à cette encyclopédie. Mais dans sa poche, il avait un pamphlet de l'Académie de Dijon qui a posé la question si oui ou non la restauration des arts et des sciences a contribué à une augmentation des morales et des valeurs de l'homme. C'était Rousseau qui a pris cette position hétérodoxe, contraire de tout l'esprit de l'époque des Lumières, qui a dit que non, la prolifération des arts et des sciences a corrompu les morales des hommes. Tout à fait. Donc, Jean-Jacques Rousseau s'inscrit dans cette tradition de... Contre-Lumière. Eh bien, de par ses idées contre, nous pourrions dire, pas révolutionnaires, mais contre Lumière. C'était plus un académicien qu'un politicien, n'est-ce pas? Eh bien, il nous expliquait, dans une tradition dont on trouve l'essence dans Hobbes et dans Edmund Burke, ceux qui veulent préserver un certain ordre, ou plutôt ceux qui disent à leurs contemporains, eh bien, attention, mesdames et messieurs, nous prenons une certaine route qui pourrait être dissidente de notre propre nature, c'est-à-dire
Thomas Hobbes pensait que l'homme était un loup pour l'homme. L'homme était maléfique, entre guillemets, de nature. N'est-ce pas? Ouais. C'est pour cela qu'il pensait que le contrat social était nécessaire. Le Léviathan, le gouvernement, l'État. Exactement. Donc le contrat social est nécessaire pour réprimer les passions des hommes. N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Thomas Hobbes. Ensuite, nous avons Edmund Burke. Non, John Locke plutôt. Jean Locke, ouais. John Locke, qui pensait que le contrat social n'était juste fait que pour... Et établir les réseaux de commerce. Oui, le commerce et, nous pourrions dire, Établir- gérer les propriétés. Exactement. Gérer ce qui est à moi et ce qui est à toi. Établir l'idée de propriété privée. Tout à fait. Ouais. Mais, ce qui est intéressant chez Monsieur Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'est que pour lui, non, le contrat social doit préserver la nature humaine. Donc, pour Hobbes, le contrat social doit réprimer la nature humaine, parce que s'il n'y a pas de contrat social, c'est mal. L'homme est mal de C'est nature. une guerre de tout contre tout. Tout à fait. Mais pour Rousseau, non. L'homme est bon. Bénévolent. Et pour le garder bon, on doit préserver sa nature, on doit préserver ses instincts, et donc on doit avoir des institutions qui préservent ses instincts. Et comment l'homme devient mauvais et pervers? Par des institutions mauvaises et perverses. Exactement. Donc quand les institutions ne sont pas En accord avec sa nature. exactement, eh bien, il y a une certaine déviation et un clash, ce qui crée des tumultes Exactement. dans la société. Ce qui est la source de chaque malaise moderne. Le fait que l'homme est bon et bénévole. Et puis ces institutions sont en train de lui corrompre. Donc pour Rousseau, les institutions corrompent l'homme. Il ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'institutions, non. Il veut dire qu'il faut des institutions qui sont basées sur la nature de l'homme, qui est bonne. Et bénévole, ouais. Pourquoi est-ce que Rousseau pensait que l'homme était bon? Eh bien, nous pouvons le rejoindre avec ce discours de Theodore Roosevelt. Ce qu'il a appelé manhood and statehood. Manhood and statehood, n'est-ce pas? Masculinité et étatisme, nous pourrions dire. Citoyenneté. Voilà. Donc, où il explique que nous devons préserver, eh bien, c'est pendant son voyage dans le Far West, Exactement. où il explique que, eh bien, nous devons préserver les instincts, Les qualités barbares. les qualités barbares, entre guillemets, mais barbare ne voulait pas dire, Violent et vulgaire. non, Non. violent et vulgaire, non, ça veut dire un homme qui peut être stoïque, un homme qui peut être self-sufficient, un homme qui peut être Autonome. autonome, Ouais. complètement autonome, un homme qui peut être un pionnier, un homme qui a un esprit de pionnier, et donc un homme qui peut évoluer dans une communauté sans institution, donc Exactement. un homme qui a des valeurs d'honnêteté, qui a des valeurs de bonté et de communauté. De fraternité. Ouais. Et de par ces valeurs, bonté, fraternité, communauté, découlent les institutions. Les institutions sont une conséquence De l'esprit. de l'esprit de l'homme, et non vice-versa. Ce n'est pas l'homme qui est changé par les institutions. Mais c'est les institutions qui sont changées par l'homme. Oui, les institutions sont établies par des valeurs que l'homme avait déjà en lui. Sont tout simplement une expression de l'esprit de l'homme. Tout à fait. C'est ça l'effet des Exactement. institutions. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce temps-là, avec l'art et les sciences? Eh bien, nous pourrions dire que beaucoup d'art et beaucoup de sciences, donc beaucoup de gens qui parlent, beaucoup de pensées, eh bien, qui disent beaucoup de choses, mais en tout cas qui disent la même chose. Pour lui, la plupart des philosophes de son époque étaient des charlatans du temple. Tout à fait. Ce qui est vraiment relevant jusqu'à nos jours. Car on pense à la diversification de la pensée. À son jour, les charlatans se situaient dans le temple. Mais à nos jours, les charlatans se situent sur les réseaux sociaux, non? Tout à fait. Non, tout à fait. C'est-à-dire, pas tout le monde peut être le vendredi salon. Pas tout le monde peut créer une chaîne et propager la vérité, la liberté, l'amour, la sincérité, la prospérité, etc., etc. Salon. Salon. Vive le salon et ses tendres collègues. Voilà, pourquoi pas. Donc, la plupart des influenceurs aujourd'hui ne sont, nous pourrions dire que... Des charlatans. nous pourrions dire que ce sont eh bien, ceux qui y expriment la pensée qui est elle-même rejointe par des milliers de personnes. C'est donc l'expression d'une certaine partie de la population, n'est-ce pas? Et que sont-ils à part, eh bien, des prêtres, mais sans le côté sacré? Que sont-ils? Que sont-ils?
eh bien, toutes ces idées qui sont propagées aujourd'hui par les influenceurs, entre guillemets, et en fait qui jouent, nous pourrions dire, aux vendeurs de rêves, de bonne foi et de valeurs. Eh bien, de leur côté désacralisé, de leur manque de connexion avec ce qui est divin, supérieur et large d'esprit, nous pourrions dire que c'est une perversion d'un ordre établi qui a été implémenté par la culture, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce que l'homme? L'homme et la culture, Qu'est-ce que la femme? la nature. C'est-à-dire que nous avons cette perception que certains propagent que la femme est plus émotionnelle que l'homme est plus rationnel. Mais si on regarde les choses comme elles sont, historiquement parlant, c'est complètement faux. La femme est plus réaliste que l'homme. L'homme est plus dans les rêveries, dans les Abstrait, intrigues. imaginaire, Oui, cavalier. l'homme est plus dans ce qui est frivole et inexistant, d'une certaine façon. Ce qui est romantique. Mais la femme, dans l'évolution de l'humanité, a toujours été celle qui décidait qui était le vainqueur et le perdant, n'est-ce pas? La femme décidait qui allait se reproduire et donc avoir sa place dans l'éternité, l'humanité, n'est-ce pas? Valhalla. Oui, c'est la Valkyrie, n'est-ce pas? La Valkyrie qui décide de prendre l'héros vers l'éternité, n'est-ce pas? Totalement. Eh bien, de par cela, la femme est nature, c'est-à-dire que la femme est réaliste. C'est l'expression de la nature. La femme est vérité. L'homme en fait peut dévier entre frivolité et sincérité, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que l'homme qui a toujours essayé de dompter la nature, nous pouvons le voir historiquement, eh bien, l'a fait de par la culture, n'est-ce pas? La culture pour impressionner la nature et la dompter, n'est-ce pas? Eh bien, quand la culture de l'homme est pervertie, la nature n'est plus de son côté. Et donc, il y a un clash entre nature et culture. La nature lui régit. Donc, il y a un clash entre hommes et femmes. Donc, ce que Jean-Jacques Rousseau nous explique, c'est que la nature et la culture doivent former un. Les institutions et les instincts doivent former un. Exactement. Ce que les hommes ressentent en tant que valeur doivent s'exprimer à travers leurs institutions. Et totalement. Alors, on commence avec pourquoi est-ce que l'homme, dans l'état de nature, est bon. On a deux types de nécessités. Il y a des nécessités cérébrales et puis des nécessités corporelles. L'homme dans l'état de nature est bon car l'homme dans l'état de nature est simple. Il a tout simplement des nécessités corporelles qui sont simples à satisfaire. Tout à fait. Mais quand il développe la société, Il y a une sophistication. il y a une sophistication et puis il développe des nécessités cérébrales qui sont beaucoup plus complexes à satisfaire. Yeah. Et c'est pour cette raison qu'il développe la société et la culture. Mais dans l'état de nature, dans son état primordial, l'homme est pratique, l'homme est bon, l'homme n'a pas beaucoup des nécessités, sauf De besoin. des besoins, exactement. Oui. Alors, Rousseau a été celui qui a commencé cette idée de sauvage noble, Du noble sauvage. du noble sauvage. Il n'utilise pas ce mot précisément. Il est accrédité comme étant celui qui a fondé, conceptualisé cette idée. Et puis, Jacques Cartier, par exemple, quand il est arrivé... L'explorateur français qui a découvert les Amériques. Exactement. Quand il est arrivé sur le bord de la rivière Saint-Laurent, de la fleuve Saint-Laurent, il a découvert ces peuples qui a été primitifs technologiquement, qui a été primitifs socialement, mais qui de toute façon étaient de constitution vraiment morale, bon, Donc, juste, bénévole. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de possession matérielle. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'institution. Exactement. Mais cela ne les empêchait pas d'être des gens nobles, honorables, Fraternel, communautaire. valeureux. Donc, c'est pour cela que Jean-Jacques Rousseau nous explique que les institutions et la culture découlent avant tout de la nature qui est basée sur les instincts. Le sentiment de noblesse, de fidélité, d'amour, de prospérité, de valeur, eh bien, sont des qualités qui sont d'abord dans l'homme, et les institutions et la culture ne sont que des conséquences. Mais quel est le problème? Le problème, c'est quand la culture, eh bien, se pervertit. C'est-à-dire quand la culture change, mais la nature de l'homme est encore la même, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un clash entre nature et culture qui se fait, n'est-ce pas? Entre institution et homme avec un grand H, n'est-ce pas? Exactement. Et Jean-Jacques Rousseau veut éviter cela. Il veut rendre les institutions plus nobles. Pour lui, alors Thomas Hobbes était celui qui a fondé cette école de social contract, de contrat social, avec son Léviathan.
Et puis, John Locke l'a développé et ça trouve son expression finale avec le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Mais pour vraiment comprendre le contrat social de Rousseau, il faut lire, premièrement, le premier discours et puis la seconde, car sans avoir lu ces deux premiers discours, c'est impossible à vraiment comprendre ce que Rousseau a vraiment voulu dire quand il a dit que l'homme est né libre mais est toujours enchaîné. Alors pour Rousseau, c'est une question de trouver comment est-ce qu'on légitimise ces chaînes, comment est-ce qu'on peut rendre ces chaînes nobles et justes. C'est la question de Rousseau. Et il commence ce contrat social avec cette question que nous avons affaire à les hommes comme ils sont et les lois comme ils pourraient être. Ça veut dire que la nature de l'homme, bien que ce soit fondamentalement, essentiellement bon et bénévole, pourrait être pervertie par des institutions. Le général de Gaulle déjà disait que la politique, c'est l'art de se baser sur les réalités. Diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir, encore une fois. Donc, il faut se baser sur des réalités. L'homme est comme ça. Les institutions doivent être en accord avec l'homme. Et sinon, les institutions ne peuvent pas essayer de changer l'homme. L'homme est comme ça, de tous les temps. Il y a des lois immuables dans l'homme. Il y a des lois historiques. Tout à fait, qui sont vraies, peu importe où, peu importe quand. N'est-ce pas? Peu importe où, peu importe quand. Peu importe la culture. Attention, peu importe les différentes cultures, vous pouvez aller dans l'empire de la dynastie des Han, dans ce qui est aujourd'hui la Chine, ou dans l'empire romain. Eh bien, il y a certains principes, certaines lois, même s'ils ont évolué vraiment, mais complètement en autarcie l'un de l'autre, qui sont vrais ici et là. Donc, les institutions doivent être l'expression des lois des hommes, de ce qui bouge les hommes. Et quand les institutions ne sont pas en accord avec la nature de l'homme, là nous avons une perversion des institutions, n'est-ce pas? D'après Jean-Jacques Rousseau, encore une fois. Ce qui est la source de chaque crise moderne. Tout à fait. Ce qui est la source de chaque malaise moderne. C'est un peu, excuse-moi, c'est un peu ce que René Guénon nous explique, n'est-ce pas? Qu'il y a un état primordial. Exactement. N'est-ce pas? Et que l'homme peut se mentir à lui-même et il y aura un écart entre lui et son état primordial, mais cela va créer des clashs qu'il appelle l'apocalypse, qui veut dire la révélation. Exactement. Donc c'est la même chose chez Jean-Jacques Rousseau. En fait, tout le monde, ils disent tous la même chose, n'est-ce pas? Exactement. On était dans une époque où tout le monde voudrait penser à comment changer le monde. Mais il y avait certains penseurs comme Rousseau, comme Burke, qui voudraient préserver. Quand chaque chose dans le monde a été en train de changer, c'était ce type de personnalité. Il voulait maintenir. Il voulait maintenir. Tu sais, le motto, l'axiome des chevaliers. Tu maintiendras. Exactement. Yes. Tu maintiendras. Tu as reçu une terre, une seigneurie, un royaume. corps, eh bien, un certain aspect. Tu dois les maintenir. Tu maintiendras. Donc, Rousseau était un chevalier intellectuel. Il a voulu maintenir. Le salon sont des chevaliers, n'est-ce pas? Ils maintiennent le chevalet. Nous pourrions même dire que le salon, d'après une analyse complètement neutre et bien sûr humble, désintéressé. Tout à fait. Désintéressé. Sont des Homères du temps moderne. Eh bien, ils regroupent d'ici et là, par-ci par-là, tous les plus grands écrits et les plus grandes pensées de tous ces grands hommes. Et vous les offrent à vous, mes tendres et amicables amis. À vous! À vous! À vous! Likez! Voilà. Abonnez! Voilà. Ça devrait marcher. En tout cas, revenons à Jean-Jacques. Gigi. Donc, Jean-Jacques nous a... Excuse-moi, tu disais que la culture, n'est-ce pas? Eh bien, de son temps, a été vraiment diversifiée, parce qu'il y a eu beaucoup de penseurs. Beaucoup de charlatans. N'est-ce pas, dans la Bible, il y a cette phrase qui dit « c'est la fin du monde, les enfants n'obéissent plus aux parents et tout le monde écrit un livre. » Tout le monde veut nous dire comment vivre. N'est-ce pas? Ouais. Très intéressant. Eh bien, c'était comme ça un peu en son temps. Ouais. Parce qu'il y avait un changement de l'ordre et nous connaissons la suite avec le Directoire, Robespierre. Mais Jean-Jacques Rousseau nous dit, on l'a déjà expliqué, que l'homme est bon. Et le problème qu'il a trouvé dans la société qui devenait de plus en plus violente, c'est que l'homme a commencé à institutionnaliser le vice. Le péché. Le péché. Ouais. Donc le péché est devenu institutionnel. Légalisé. Même scientifique, même. Ouais. N'est-ce pas? Donc La guillotine, par exemple. Ouais. La guillotine.
Les frères Guillotin qui ont inventé cette nouvelle méthode scientifique et humaniste, dit-on, de couper la tête d'un homme. Il y a une façon humaniste de couper la tête d'un homme. Ouais. Intéressant. Même la meurtre doit être vertueux dans cette époque. Oxymore. Les péchés doivent être vertueux. Exactement. Eh bien, comment pourrions-nous couper la tête d'un homme de façon vertueuse? Intéressant, n'est-ce pas? Oxymore. Paradoxe. Jean-Jacques a refusé d'y croire. Nous ne pouvons pas couper la tête d'un homme de façon vertueuse et humaine. N'est-ce pas? Donc, le concept de la guillotine était de couper la tête de quelqu'un, n'est-ce pas? De manière vertueuse. De manière à ce que ça soit humain. Très intéressant. Très intéressant. Dinguerie. 2 fois. Donc, Jean-Jacques Rousseau pensait que cette façon de légaliser le péché, cette façon de rendre bon ce qui est mal, n'est-ce pas, était en elle-même une perversion qui aurait des conséquences inimaginables. Bien, aujourd'hui, nous le voyons bien avec le développement de l'armement, qui sont bien sûr, tu sais, avec le développement au Moyen-Âge de l'arbalète, de crossbow. Ah, ouais. Eh bien, c'était un peu, pour eux à l'époque, comme l'arme nucléaire aujourd'hui. Ouais. Donc, le développement de l'arbalète, de crossbow, De piercer l'armure. de percer l'armure et pas seulement recharger en quelques secondes une arbalète. C'est beaucoup plus rapide qu'un arc à flèche, n'est-ce pas? C'était un peu comme l'invention de la mitraillette. Puis on pourrait même dire que l'invention de l'arc à flèche est la mort du courage. Tout à fait, Oui. tout à fait. On pourrait donner la mort sans faire face à notre adversaire. Tu sais, le chevalier Bayard, qui était un chevalier français, était dit le chevalier sans peur ni reproche. Eh bien, avait un certain dédain pour le pistolet, pour toutes ces armes qui étaient impersonnelles, pour le mousquet. Le musquet, n'est-ce pas? Ce fusil à poudre, à canon. Parce qu'il pensait que c'était l'arme des lâches, l'arme de ceux qui ne font pas face, n'est-ce pas? Eh bien, nous pourrions dire que ces développements technologiques et cette impersonnalité, Exactement. ce côté impersonnel, avant, quand, par exemple, dans les villages, quand quelqu'un était condamné à mort, eh bien, il y avait un homme qui, bien sûr, lui coupait la tête, et cet homme était masqué, et il vivait en dehors de la ville. Et c'était un métier qui se transmettait de père en fils. Donc, c'était vraiment institutionnalisé, mais le mal était mal, et le bien était bien. Donc, même celui qui procurait la décapitation, eh bien, était considéré comme quelqu'un qui devait vivre à part, n'est-ce pas? Parce qu'il faisait quelque chose de mal. Il ne disait pas, oui, c'est mal, mais c'est bien. Non, c'est mal, n'est-ce pas? Mais hier, avec la création de la guillotine, oui, eh bien, donner la mort est impersonnel. Donner la mort est même une vertu, n'est-ce pas? C'est institutionnel. C'est institutionnel. Même dans nos jours, il y a l'euthanasie. L'euthanasie, exemple. n'est-ce pas? Bien, nous n'allons pas aller dans les détails, mais ça devient de plus en plus impersonnel, cette notion de vie et de mort. Eh bien, l'homme ne fait plus face aux réalités, n'est-ce pas? Et en fin de compte, Avec les drones, excuse-moi, par exemple, les drones dans la guerre, exactement, c'est ce que je voudrais dire, que n'est-ce pas? l'histoire de la développement des arts, c'est tout simplement l'histoire de comment agrandir la distance entre les adversaires. Oui. Avec les missiles balistiques, avec les drones, avec les armes nucléaires. Ce n'est pas, et ce que ça fait, la conséquence, c'est que chaque qualité humanitaire de la guerre a été supprimée. Même, tu sais, il y a cet épisode dans la guerre de 14, la Grande Guerre, où les Allemands et les Français, ou les Britanniques fêtent Noël ensemble. Ouais. Donc, ils se rapprochent. Ils se rapprochent et ils se voient face à face. The Christmas truce. Oui, Yes. tout à fait, tout à fait. C'était la paix pendant la Première Guerre mondiale entre les Allemands et les troupes écossaises anglophones. Eh bien, ce face-à-face entre des ennemis eh bien, donne un côté humain. Ça donne un côté humain à l'ennemi. Mais il n'y a plus ce côté humain à l'ennemi. Aujourd'hui, n'importe qui peut être dans sa chambre à jouer avec un drone, eh bien, peut faire la guerre à l'autre bout du monde. Donc, l'adversaire n'est même plus humanisé, n'est-ce pas? Et ça a commencé avec l'arbalète, ça a commencé avec la poudre à canon, le pistolet, la guillotine, le drone,
La bombe nucléaire. Voilà. Voilà, c'est un... Ce qui réduit l'homme à une commodité. Ce Tout à qui fait. réduit l'homme à une statistique. Et revenons à ce point ici. Rousseau utilise beaucoup des exemples historiques, car pour lui, étant dans l'époque de Lumière et de la méthode scientifique, il est en train d'appliquer ce méthode à son propre discours, en établissant une hypothèse, puis une méthode, puis une expérimentation, et puis une conclusion. Et pour lui, son méthode d'expérimentation, c'est l'histoire, c'est chercher dans l'histoire. C'est pour cela que je pourrais dire que l'histoire est pour les sciences sociaux ce que la gravité est pour les sciences naturelles. Et puis il utilise cet exemple de Fabricius, cet empereur romain. Qu'est-ce qui a été l'histoire de Fabricius? De Fabrice. On a affaire à Fabrice, un pot de vin, non? Oui. Mais il a décidé de la refuser, Tout à fait. de le rejeter, Oui. non? Et pourquoi? C'était car pour lui, étant citoyen, ce qui comptait pour lui, c'était pas les choses matérielles, c'était les choses spirituelles, non? Pour lui, la valeur de son esprit n'avait pas de valeur matérielle. Tout à fait. Eh bien, nous voyons quand Judas Iscariote, dans la Bible, accepte les 30 pièces d'argent, eh bien, à la fin, sa conscience le ronge. Il a donné une valeur matérielle à son esprit, à sa loyauté, à son âme. Et de par cela, il se suicide. N'est-ce pas? Il se pend. Ouais. Il a acheté un morceau de terre. Eh bien, mais le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Il faut préserver le royaume de Dieu, qui est un royaume spirituel. Il ne l'a pas Un préservé. royaume intérieur. Tout à fait. Il s'est suicidé. Et Mais ceci est une conséquence de donner une valeur matérielle à ce qui est immatériel. Les hommes ne sont peut-être pas égaux physiquement, mentalement. Eh bien, chacun a des capacités qui lui sont propres. Mais, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que spirituellement, les hommes sont la égaux. valeur de chaque esprit. Tout à fait. Les âmes des hommes sont égaux. Peut-être pas devant la loi dans certains pays, mais en tout cas toujours devant Dieu, devant l'Éternel. Mais ce que cela indique, si est en train de accepter des pots de vin, Oui. ça veut dire que si on peut échanger nos valeurs et nos vertus pour un morceau d'argent, ça veut dire qu'on pourrait assigner des valeurs matérielles à des choses qui ne sont pas matérielles. Ça veut dire qu'on peut commodifier les gens. Ça veut dire qu'on pourrait même rendre les gens moins égaux que les autres. Et c'est cela, l'origine des inégalités, qui met en scène les conditions et le cadre pour son deuxième discours. Tout à fait. L'origine des inégalités parmi les hommes. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est cette question qu'il voudrait répondre. C'est cette question pour laquelle il voudrait donner la solution dans son contrat social. Bien, nous ferons le prochain discours dans une autre vidéo. Mais en tout cas, grosso modo, la culture, quand elle n'est pas alignée avec la nature même de l'homme, quand culture et nature ne sont pas alignées, il y a perversion de l'esprit de l'homme. Quand il y a perversion de l'esprit de l'homme, il y a un clash entre institution et nature, entre culture et nature. De par cela, il y a des troubles dans la société. Tous les troubles de la société proviennent de quand les institutions et l'homme ne sont pas alignés. Quand la culture et la nature ne sont pas en fusion, n'est-ce pas? Parce que les institutions doivent découler des valeurs intérieures de l'homme, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est en nous. Donc si nous voulons le manifester, eh bien, nous devons tout d'abord le cultiver. Ça veut dire que nous devons cliquer dans le lien, dans notre description, par exemple. Tout à fait, bien sûr. Cultivez-vous le royaume intérieur. Tout à fait. Le lien dans notre description, une magnifique œuvre de Jean-Jacques Rousseau, pour vous, mes tendres amis. Pourquoi? Vos espoirs, Sont nos devoirs, vos désirs, sont nos plaisirs. et à cela, Voilà! Voilà qui je suis. Mais voilà même ici, mes années c'est fini. C'est mes voeux, c'est mon cri. Mais voilà, tant pis.